Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro Info 243. Nous sommes dans Critique Actu. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de la situation qui prévaut dans le territoire de Mastissi, où les affrontements ont repris entre les FARDC et les terroristes du M23. Le cessez-le-feu annoncé en date du 7 mars 2023 aura été une mascarade. Les FARDC ont également communiqué sur des attaques de leur position par les terroristes du M23. Nous revenons sur la situation qui traverse des déplacés, notamment des femmes, en cette journée du 8 mars. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs des partout où nous suivez à travers le monde. À la une, les affrontements ont repris aux alentours de Karouba et Ngungu jusqu'à Chacha dans le territoire de Mastissi. Des déplacements sont signalés à Kirotié. Donc le M23 veut s'ouvrir une voie sur le lac Kivu pour des probables renforts du côté du Rwanda. C'est seulement à quelques heures de l'annonce d'un cessez-le-feu dans les cadres des sommets régionaux, notamment les communiqués du chef d'État de l'EAC à Addis Abeba le 17 février 2023. Mesdames et messieurs, pour parler et épingler toutes ces questions d'actualité, je reçois M. Christophe Mouissa, qui est activiste pro-démocratie et des droits humains, œuvrant dans la province du Nord Kivu et dans la région des Grands Lacs. Bonjour M. Christophe et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour également de nous avoir associés à ce débat sur ce beau plateau de Afro Info 243. Voilà. Nous vous remercions pour ça. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Ce n'est pas pour la première fois que nous partageons sur la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Un cessez-le-feu qui a été annoncé par le M23 dans un communiqué signé à Bunagana à 12h juste hier 7 mars 2023. Mais à quelques heures, les FARDC ont communiqué sur des attaques qui avaient ciblé les contingents à Burundi, à Mumbambiro. Il y a eu 3 morts et 7 blessés. Mais quelques heures après encore, ce matin, des affrontements. Qu'est-ce que nous pouvons lire de cette situation, ces rétro-pédalages et tout ce qui se passe, tous les contours de ces cessez-le-feu? Bon, merci beaucoup. De prime abord, je dois d'abord rendre mes hommages à toutes les femmes aujourd'hui, au-delà de la crise socio-humanitaire, vous l'avez évoqué dans votre sommaire, pendant cette période de crise aussi sécuritaire qui secoue notre province et toute la région en général, nous rendons un vibrant hommage à toutes ces femmes-là qui se battent parce qu'aujourd'hui, nos familles sont nourries à 60% par nos mamans et malheureusement, cette guerre est venue hypothéquer et gâcher tout l'avenir de nos familles, de nos enfants. Et voilà, on se retrouve dans une cacophonie où, d'une part, on essaie un peu de manifester la mauvaise volonté d'en finir une bonne fois pour toutes avec la guerre. Mais de l'autre côté, les ennemis terroristes du M23 refusent et manifestent la mauvaise foi vis-à-vis du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, en principe, c'est depuis hier à 12h que la guerre devrait... les hostilités devraient cesser. Et j'ai lu un communiqué, un fameux communiqué alors des rebelles du M23 signé depuis Bunagana, qui sont prêts à cesser les faits, mais ils mettent en garde le gouvernement à ne pas attaquer. À tout moment que le gouvernement attaquerait leur position, ils riposteront. Alors on se pose finalement la question de quel jeu jouent les terroristes. Bon, dans la logique, normalement, quand on parle d'inciter le fait de ce qu'il y a cessation des hostilités, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de nouvelles conquêtes. Non seulement les cesser les faits, mais on a signé aussi l'accord de retrait. C'est-à-dire qu'ils doivent se retirer des zones qu'ils occupent aujourd'hui, en fait de se retirer dans leurs anciennes positions qu'on a énumérées, les positions de Sabignon, de Runyoni et de Tchanzou. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'ils puissent prendre de l'ascenseur en début de tous les efforts déjà fournis par les chefs d'État de la région? Ici, on compte déjà plus de 4 grands sommets qui se sont organisés, notamment de Luanda, de Bujumbura, Addis Abeba. Addis Abeba aussi. Vous comprenez que malgré tout, les chefs de l'État, des chefs d'État de la sous-région et du gouvernement fournissent quand même des efforts. Mais quelle est la carte qui se joue contre la RDC dans tous ces sommets? C'est ça la question que nous nous posons. Est-ce qu'il ne serait pas le moment pour nos institutions de pouvoir rompre avec tous les autres accords et de nous assumer comme tels
mobiliser les FARDC, mobiliser la population pour qu'en fait nous-mêmes nous puissions nous prendre en charge et en finir une bonne fois pour toutes avec les M23. Voilà qui sont en train de tenter de nouveaux débordements vers Chacha, vers Kiroche pour prendre la cité de Minova, qui est d'ailleurs dans le sud Kivu. Et vous imaginez déjà l'ampleur que prendrait cette guerre, parce que Goma est déjà asphyxié. Du Grand Nord, on n'a plus accès à Rutshuru, on n'a plus accès à Massissi, et on veut encore nous fermer l'accès du sud Kivu. Finalement, vous comprendrez que ces gens ici sont loin de respecter les accords et les processus diplomatiques des chefs d'État. Il faudrait mettre en place un mécanisme qui va tout faire pour que la force de l'air puisse entrer dans les offensives et pour que nous puissions nous débarrasser de ces M23. Récemment, comme vous l'avez souligné, il y a plusieurs dégâts au-delà des 3 morts que nous avons comptés dans le groupement de Kamuronza. C'est tout près de Goma. C'est tout près de Goma, à moins de 30 km de Goma. Ils ont bombardé. Ils ont largué parce que c'est au fait des terroristes, comme nous l'avions toujours qualifié, qui ne respectent même pas le droit de la guerre. Parce que la guerre a ses propres conventions et ses propres règles qu'il faut respecter. Mais lorsqu'ils larguent des bombes, parce qu'ils visaient les camps de cantonnement des démobilisés, des militaires burundais aussi et une base de la MONUSCO. Et la base de la MONUSCO et le contingent burundais qui est venu dans le cadre des forces régionales. Ces gens-là, ils cherchent réellement quoi. C'est pour cette raison que nous sommes en train de recommander aux institutions de la République, mais également aux chefs d'État de la sous-région, de pouvoir activer la machine de guerre pour que nous puissions aller sur la voie militaire comme la voie diplomatique et semble vraiment avoir apporté des solutions. Parce que récemment, le gouverneur même militaire a signé un communiqué disant qu'il y aurait une coopération d'échanges commerciaux pour que Goma soit ravitaillé des territoires qui produisent quand même des denrées alimentaires et d'autres produits agricoles. Mais cela n'a pas été fait. Il est revenu à sa décision parce qu'il y avait des violations déjà au premier jour. La crise socio-économique que Goma traverse et plus tard peut-être nous risquons de connaître une épidémie dans la ville de Goma ici que nous ne saurons peut-être pas répondre. Alors le président Félix Tshisekedi a reçu une délégation venant de l'Angola, du président João Lourenço, qui a été désigné comme facilitateur dans le processus, il faut le dire, explicitement des dialogues avec la direction du M23. En ce jour d'ailleurs, c'est son émissaire Serge Tibangu qui a reçu cette délégation. Vous avez parlé du retrait du M23, c'est la question qu'il faut se poser maintenant. Après le cessez-le-feu, doit suivre le retrait. Mais cela ne va pas se passer de manière spontanée. Il doit y avoir des négociations parce que déjà le président Tshisekedi, devant le président français Emmanuel Macron, avait affirmé que le président João Lourenço et l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, sont désignés pour entrer en contact avec les dirigeants du M23. Donc, ça sous-entend des dialogues. Alors, quelles seront les concessions selon vous? Parce que le M23 a des réclamations. Est-ce que le président Tshisekedi ne risque pas d'entrer dans un piège? Bon, le piège, il est déjà là. Et si nos institutions prennent les pas de pouvoir engager directement les discussions telles que demandées par le M23, c'est effectivement pour éviter de tomber dans les pièges. Et ici, nous sommes en face d'un groupe qui semble être méconnu, parce qu'à chaque fois que nous avons besoin de discuter avec le M23, c'est parfois les délégations rwandaises qui se présentent pour essayer un peu de discuter. Donc, nous sommes en train de colorer cette situation par rapport à la situation un peu bilatérale entre le Rwanda et le Congo, qui essaie un peu d'engager une guerre froide à travers le M23. Et vous verrez qu'il y a des communiqués qui se contredisent de part et d'autre, parce que nous sommes aussi dans une guerre médiatique où le M23 vous disent qu'ils ont fait face à une coalition FDLR et groupe armé de et de l'autre côté, ce sont les FARDC qui vous disent que nous sommes en face du M23, RDF, UPDF et consorts. Donc, pour éviter que nous puissions tomber dans ces pièges-là, voilà que nos institutions sont encore réticentes pour engager des discussions directes. Parce que nous avons posé une condition. Et les institutions en ont aussi avalisé en disant que nous allons déclencher le processus de dialogue direct si et seulement si les M23 se retirent des zones qu'ils occupent. Aussi longtemps qu'ils continuent à occuper ces zones-là, alors comment nous irons dialoguer?
Et ils veulent nous imposer aller dans un dialogue où nous allons nous présenter en position de faiblesse. Et ça, en tant qu'un État qui se respecte, nous ne pouvons pas accepter aller dans un tel dialogue. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans les relations internationales, il y a des dialogues de faits et des dialogues de droit. Quand on parle de dialogue de faits, c'est ce qui est en train de se faire avec le président Lourenço. C'est de manière officieuse, parce que jusque-là, on n'a pas un cadre formel. Bon, c'est une démarche régionale. C'est une démarche régionale qui est bien... Oui, ça peut être régional ou sous-régional. Ou même international, parce que ça sera parrainé par la communauté internationale, comme l'a dit le président Macron. Mais ici, nous voulons que les choses se fassent en toute clarté et transparence. La France, le président Macron est ici, le président lui a révélé toutes les vérités à l'égard de la complicité de la communauté internationale dans cette guerre. C'est le moment, aujourd'hui, on est en pleine violation du cessez-le-feu. Ce n'est pas la première fois que les M23 violent de cessez-le-feu. Ils ont encore violé celui de Luanda. Et bon, c'est dans les routines. C'est depuis décembre 2022 qu'ils devraient se retirer. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons toujours continuer à faire foi à ces gens ici alors qu'ils ne respectent pas les engagements qui ont été fournis par les chefs d'État? Donc, nous devons être clairs. Le processus de négociation est possible si et seulement si les M23 se retirent des zones, mais malheureusement, ils continuent à conquérir de nouvelles localités, de nouveaux territoires, et on se pose finalement la question, est-ce que cette guerre peut finir avec les démarches dans lesquelles on veut nous engager la sous-région, ou il faut à un certain moment que nous puissions retourner sur nous-mêmes comme une institution stable, comme un pays souverain, et un État qui doit prendre ses responsabilités à main, demander deux choses. L'EAC, si vous ne voulez pas combattre, parce que vous êtes venu sur demande du gouvernement congolais, si vous ne voulez pas combattre aux côtés des FARDC, pliez bagages et rentrez, ou soit vous engagez la guerre. Quand on parle de l'EAC, M. Christophe, responsable doit s'assumer et ne doit pas sous-traiter sa sécurité. Quand on parle de l'EAC, peut-être il y a eu un peu aussi de naïveté dans le traitement de cette force de l'EAC, mais aussi un peu de légèreté, parce que le général, le commandant adjoint de l'EAC, qui est un général congolais, il a affirmé à l'arrivée du contingent burundais que celui-ci contrôlerait Kichanga, Sake et Kiloliroi. Mais c'est un effectif de 100 militaires. Imaginez maintenant 100 militaires face aux terroristes du M23. Il y a les contingents ougandais qui doivent contrôler la région de Rutshuru, Bunagana jusqu'à Mabenga. Il y a le contingent kenyan qui doit être à Kibumba, Rumangabo et tout jusqu'à Goma. Mais c'est quel effectif face aux terroristes du M23? Est-ce que vous ne trouvez pas que ce sont les FARDC qui sont mises dans une situation confuse par des politiques et des processus ou des démarches diplomatiques? Bon, jusque-là, le Congo continue à faire foi à ses partenaires potentiels parce que nous sommes parmi les pays qui venaient récemment d'intégrer l'Est Africa Community. Et c'est au vu des grands intérêts que représente notre pays dans cette organisation qu'ils ont déployé rapidement pour protéger, parce que la guerre a aussi un caractère économique, nous devons le souligner. Évidemment. Et raison pour laquelle, au détriment du Sud-Soudan qui est en guerre d'ailleurs, environ une dizaine d'années, pour le Congo, aussitôt intégrer la force de l'EAC, directement ils se sont constitués parce que ça rentre dans le cadre de leur mission, dans le cadre de renforcement militaire pour stabiliser les pays membres. Mais ici, nous revenons encore sur des questions de zone tampon. La zone tampon ici, elle doit être sécurisée par combien d'effectifs? Première question. Pour combien de temps? Parce que si nous pouvons aller en dialogue, mais nous devons traiter cette question des zones tampons, parce que ces militaires ici de l'EAC ne resteront pas ici éternellement. Et puis est-ce que le M23 va se retirer de ces zones-là que vous traitez, que vous qualifiez de tampons? Parce que Kiloliro aujourd'hui est contrôlé par le M23. Est-ce que quand, à l'arrivée des militaires burundais, le M23 va se retirer? Parce qu'à Kibumba, ça n'a pas été le cas. On a annoncé dans une cérémonie officielle que le M23 remettait Kibumba entre les mains des contingents kenyans. Mais après, il y a eu des sources avérées qui ont affirmé que le M23 était toujours à Kibumba. Est-ce que le M23 va se retirer des Kichanga ou des Kiloliro aujourd'hui et abandonner cette zone entre les mains de ces 100 militaires? Voilà pourquoi je suis en train de le dire. Est-ce que même la cartographie de cette guerre est en train d'être bien étudiée? Parce que nous devons, et ça je sais que ce sont des secrets militaires qui ne doivent pas être révélés ici, mais
je crois déjà que nos institutions et même les mécanismes conjoints de vérification, c'est déjà les M23 combien d'effectifs. Est-ce qu'ils ont vraiment l'effectif de contrôler toute la zone qu'ils ont déjà conquise? Et aujourd'hui, si on se mettait dans cette hypothèse-là, qu'il faut que les forces burundaises aillent occuper les zones de massifs dans lesquelles œuvraient déjà les 1-23, est-ce que ces effectifs suffiraient également pour que nous puissions nous rassurer que ces zones seront véritablement sécurisées? Donc, les forces burundaises qui seront déployées là, coûte que coûte, ils doivent être complétés par les FARDC. Parce que ce pays ici, c'est un pays où les FARDC ont juré mourir pour sa protection et son intégrité. Mais la démarche de l'EAC exclut cette option. Aucune force militaire. C'est le M23 qui s'impose, malheureusement, parce que moi j'étais à Kibumba quand le M23 disait qu'une fois le FARDC, un seul élément du FARDC piétinait Kibumba, nous ouvrons le feu. Moi je ne pense pas. Et la force de l'EAC a accepté cela. Je ne pense pas que la bonne foi de nos institutions peuvent être traitées comme, ou soit être considérées comme la naïveté diplomatique que nous utilisons. Parce que nous attendons les bons moments. Mais nous devons dire à nos téléspectateurs que ces zones-là qui seront occupées par, qui doivent être occupées par des contingents burundais, ougandais, il n'y aura pas des FARDC là-bas. Il doit y avoir les FARDC. Parce que moi, je vous dis que même dans les il doit y avoir, bien sûr, mais dans les faits, il y a quand même les officiers des FARDC. Ouais, mais ce n'est pas l'armée congolaise qui contrôle Comment vous dites que non, les FARDC ne seront pas là, alors que dans les AC, d'ailleurs, parmi les hauts officiers qui commandent ces opérations-là, il y a des militaires FARDC. Nous doutons vraiment du patriotisme et nationalisme des militaires qui sont engagés là-bas. Et je trouve que ce sont des militaires qui ont qui reflète quand même l'espoir. Mais c'est une démarche qui n'est pas claire parce qu'à Kibumba, il n'y a pas des éléments de FARDC. Il y a plutôt des militaires kenyans et à Rumangabo également. Jusqu'à preuve du contraire, les institutions de la République déploient toute l'énergie de bonne foi pour que ces zones-là, nous avons prouvé la bonne foi, de laisser ces zones-là être occupées et être protégées par les forces de l'EAC pour protéger nos populations. Parce que si aujourd'hui on a engagé la guerre dans ces zones-là, qui vont mourir? Ce sont les populations congolaises. Donc, en armée professionnelle, on ne peut pas mener une guerre sans avoir étudié les stratégies parce qu'ici, l'option militaire, c'est la dernière cartouche qu'on envisage après les échecs diplomatiques que nous serons en train d'enregistrer. Donc, moi, je continue à faire appel aux chefs d'État, à leur sagesse. Ils ont déjà fait trop, mais lorsque nous ne trouverons pas ici, par rapport à toutes ces démarches, si une fois aujourd'hui Minova tombe, en tout cas nous serons obligés de demander à cette force de l'EAC et à tous les chefs d'État de cesser avec les démarches diplomatiques et de nous aider à engager l'option militaire parce que je ne vois pas les M23 résister face aux Burundais, résister face aux Kenyans, résister également face aux Ougandais qui sont engagés dans cette guerre. Donc, mais il y a aussi une théorie des complots qui est c'est là que évoquée. D'ailleurs, si vous avez parlé de Minova, c'est dans le sud Kivu, donc le M23 est en train d'avancer. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ce mouvement qui veut avancer, qui veut conquérir des nouvelles localités, va vraiment céder Bunagana entre les mains d'un contingent ougandais, Bunagana, Rutshuru, Kiwanja et tout? Je sais que quand on est en train de faire la guerre, il y a des pertes de part et d'autre. Et au vu de lourdes pertes qui sont déjà enregistrées dans les rangs du M23, plus ils avancent, plus les revendications aussi deviennent trop dures. Et aujourd'hui, je doute fort que les mêmes revendications de Bunagana sont les mêmes revendications qu'ils ont jusqu'à l'attaque ici de Mubambiro, jusqu'à l'attaque de Chacha et une menace vers Minova. Donc, à mon avis, je trouve que c'est tout à fait légitime que les revendications puissent varier, mais qu'ils doivent savoir qu'ils ont en face d'un État qui ne doit pas céder aux caprices des rebelles et ils doivent se conformer. Sincèrement, les dialogues pourraient aider à ce que cette guerre puisse finir, mais les protagonistes en face ne veulent pas, en tout cas, que cette guerre finisse par la bonne foi. Bon. S'ils veulent la guerre, ils ont violé les cessez-le-feu. En tout cas, les chefs d'État doivent tirer toutes les conséquences. L'avant-dernière question, vous parlez des chefs d'État, le président français Emmanuel Macron, qui n'avait pas condamné directement le Rwanda dans ses propos à Kinshasa, qui n'avait pas aussi évoqué des sanctions directes contre le Rwanda, n'avait pas quand même exclu l'option ou des sanctions contre une partie qui ne respecterait pas le cessez-le-feu. Est-ce que vous pensez que le M23 devra être sanctionné cette fois par la communauté internationale pour ce non-respect du cessez-le-feu? Non.
Ce que je connais dans toute cette histoire, c'est que les premières démarches doivent être menées par les institutions de la République. Certainement, nous voulons que la communauté internationale et tous ces pays permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies puissent condamner le Rwanda. Mais sanctionner surtout. Hein. Sanctionner également. Qu'est-ce que nous faisons d'abord à notre niveau en termes de coopération économique avec le Rwanda, en termes de relations diplomatiques? Parce qu'au-delà d'avoir expulsé l'ambassadeur rwandais, mais nous trouvons que certaines d'autres relations continuent à exister. Mais est-ce que nous avons déjà pris l'option de rompre avec des relations diplomatiques et économiques avec le Rwanda, en commençant par la fermeture de cette frontière ici que nous avons entre Goma et Gisenyi? Qu'on la ferme carrément, premièrement. Parce que c'est par rapport à cette attitude-là que la communauté internationale va aussi appuyer les démarches que nous faisons en interne. Et si le plan communicationnel, c'est là que je suis en train d'interpeller nos autorités, la communication de cette guerre est en train d'être gérée de manière très vague. À un certain moment, ce sont les ministres provenant de Kinshasa qui s'expriment sur la guerre. Et vous avez vu... Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, vous avez vu les ratés communicationnels que le ministre a fait. Il parle... Je pensais qu'on va y revenir. Évidemment, on va faire une parenthèse. Malheureusement, il a parlé, il a dit qu'il n'y aura plus de groupes d'autodéfense. Ils seront traités comme des réservistes des FARDC. Mais est-ce que cela vient directement du gouvernement congolais ou ce sont ces sentiments comme Mouindo Nzangi? Cette guerre, au-delà d'être militaire, elle est également médiatique. Mais est-ce que nous faisons attention avec notre communication? Est-ce que nous avons d'ailleurs un plan de communication de la guerre, comme je sais que Julien avait fait ici à l'époque, du 1-23, où nous tous ont été focalisés sur la RTNC et on a censuré certains médias. Avec le ministre Patrick Mouya, il y a toujours des briefings pour fixer l'opinion sur l'évolution de la situation. Ces briefings-là, on a atteint un niveau le plus élevé de la communication avec la révolution technologique, où nous devons nous rassurer que c'est nous-mêmes qui contrôlons nos comptes Facebook, nos comptes Twitter, nos groupes WhatsApp et consorts. Parce que toutes ces informations que nous recevons à un certain moment, ça provient de qui? Ce sont ces gens-là qui ont leur propre administrateur, qui créent des comptes Facebook pêle-mêle. Mais est-ce que les briefings suffisent pour informer la population en temps réel? Mais est-ce que vous soutenez la démarche de Mouindo Nzangi, même si elle est en train de violer la démarche de Nairobi? C'est une mauvaise démarche. Et le programme PDDRC, ce qui est là pour désarmer les groupes armés, bien sûr, les réinsérer aussi. Également. Parce que si nous commettons cette erreur de dire que nous sommes en train de collaborer avec le groupe armé et qu'on les garderait comme des réservistes des FARDC, c'est que le 1-23 va utiliser les mêmes prétextes en disant que non, pourquoi vous ne voulez pas nous intégrer alors que vous intégrez d'autres groupes négatifs que vous traitez au même titre que nous. Alors que certains pays, notamment la Chine, la Russie, les États-Unis et même la France, ils ont condamné à un certain moment la coopération des FARDC avec le groupe armé, au même titre qu'ils ont condamné la coopération du Rwanda avec le M23. Voilà que nous donnons maintenant une passe d'or. Et ça, nous demandons au ministre de retirer. Et s'il ne sait pas communiquer, qu'il laisse ceux qui ont ce droit-là de communiquer, l'apanage, notamment le porte-parole du gouvernement congolais ou le porte-parole des FARDC. Des questions liées à l'enseignement supérieur universitaire, c'est ça son champ d'action, et qu'il laisse les aspects militaires au ministère, ou alors au ministère de la Défense. Aux militaires, ils ont un bon plan de communication au sein de l'armée, mais ce n'est pas n'importe qui doit communiquer par rapport à la guerre. Sinon, il y a des sentiments politiques que nous connaissons dans ces pays qu'on risque de faire passer dans le cadre de sa campagne ou de sa propagande politique, alors que c'est une mauvaise démarche qui peut ruiner le processus de paix et également le processus de négociation que nous sommes en train d'entamer dans cette guerre qui nous agace parce que bientôt là c'est le processus électoral. Nos populations qui vivent dans des camps de déplacés ici, nos mères, parce qu'on doit rendre hommage à nos mamans, ils doivent également rentrer, aller poursuivre leurs... Il y a des femmes déplacées qui ont manifesté à Goma récemment. Vous voyez. Parce qu'elles n'ont pas d'aide humanitaire. Hommage à toutes ces femmes, en tout cas, qui sont déplacées dans des camps aujourd'hui. Parce que je l'ai souligné, la plupart de nos familles ici sont nourries à 60% par des femmes. Vous imaginez maintenant ces femmes que nous abandonnons dans des camps, en tout cas que les autorités cherchent la solution le plus rapidement possible pour que ces femmes puissent retourner, mener leurs activités champêtres et commerciales, afin que nos villages puissent être pacifiés. Voilà, vous allez terminer par des recommandations ou alors quelques pistes de solutions, parce que dans un processus de négociation, il y a toujours des concessions. Absolument. Le 1-23 a un cahier de charges, a des revendications, notamment le retour des présumés réfugiés congolais
Tutsis qui seraient au Rwanda. En tout cas, ça se compte par des millions, ce ne sont pas des milliers. C'est une question que nous avons toujours traitée avec beaucoup de pincettes parce qu'on s'est dit, si vous êtes réfugié, si vous êtes Congolais, vous savez d'où est-ce que vous étiez, d'où est-ce que vous êtes sorti quand même. Et vous devez rentrer chez vous. Alors pourquoi le 1-23 porte cette question aux avant-postes, mais aussi cette question des brassages, des mixages, d'intégration des rebelles dans l'armée congolaise ou dans les institutions. Nous savons ce que cela nous a coûté dans le passé. Aujourd'hui, cesser le feu, bien sûr, mais ce qui va suivre, c'est le retrait. Parce que la population n'est pas encore rassurée. Les trafics sur tous ces axes routiers, Goma, Rutshuru jusqu'à Kanyabayonga, Goma, Sake jusqu'à Masisi, Goma, Sake jusqu'à Kichanga, Mweso, ce n'est pas encore garanti. Parce qu'il y a encore des éléments du M23 qui sont en train même de mener des affrontements ou des attaques contre les positions des FARDC. Alors, parlons de concessions pour le retrait, ça sera la dernière question. Est-ce que vous pensez que Kinshasa pourra céder à ces revendications du M23 pour trouver une issue favorable? Bon, je ne parlerai pas en des termes aussi simplistes comme ceux dont vous venez d'employer. Céder, c'est déjà trop fort. Mais moi, je pense que de part et d'autre, tel que vous l'avez dit, il y aura des concessions. Il y aura des concessions et chaque partie devra sacrifier certaines de leurs revendications. Tout ne sera pas répondu à 100%, sinon on ne serait plus dans un dialogue, mais on serait peut-être dans une réunion unilatérale. Mais parmi mes propositions, et nous l'avions toujours souligné, nous avons besoin de la réforme profonde de notre armée. Bon, ça c'est à long terme, M. Christophe. C'est pas à long terme, parce que si aujourd'hui on ne va pas réformer l'armée pendant ces temps de effectivement, si aujourd'hui nous faisons recours à des armées étrangères, c'est parce qu'on a des petites difficultés en interne qui font que tout le monde puisse s'inviter dans cette guerre, même les complices, parce que si vous prenez le Rwanda, qui fait partie des pays membres de l'EAC, n'est pas n'importe lesquels. Vous prenez l'Ouganda, le Kenya, qui a beaucoup d'intérêts économiques ici, vous comprendrez qu'il y a des raisons pour lesquelles ces pays s'invitent ici, et principalement des raisons économiques. Donc nous devons travailler en interne sur des questions de la réforme de l'armée. Comme je le disais, le 1-23 doit comprendre que toutes les revendications ne seront pas répondues à ça. Favorablement, bien sûr. En tout cas, ils doivent oublier cela, même s'ils prenaient les trois quarts de la partie est du pays, en tout cas les revendications ne seront pas répondues à 100%. C'est-à-dire le gouvernement ferait des concessions, il pourrait céder certaines, mais d'autres ça ne passera pas. Notamment des questions liées à l'intégration des rebelles au sein de l'armée. D'ailleurs, il y a une décision de l'Assemblée nationale qui est déjà sortie qu'il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas de mixage. Tout le monde devra passer sur les programmes de mobilisation, réinsertion sociale. Et ce programme-là existe, qui est piloté par PDRCS, Tommy Tambwe. Et également, ce que je recommande, c'est d'engager la guerre. Et après l'échec peut-être de ces démarches diplomatiques, mais on n'est pas pessimiste, je pense qu'il y aura une issue favorable. On n'est pas pessimiste, bien sûr. Mais avec ces affrontements qui reprennent, parce que c'est ce que je suis en train de dire. Ça devient redoutable. Le 1-23 a son cahier de charges. Et le gouvernement a déjà aussi posé des préalables, selon lesquels, si vous voulez que nous puissions négocier, retirez-vous des zones que vous occupez. Et là, nous serons en train de discuter d'égal à égal. Mais lorsque vous voulez nous pousser à aller dans un dialogue... Où vous avez une force dissuasive déjà, vous occupez une partie de notre territoire. Vous voulez nous faire tomber dans un cadre que nous ne saurons pas justifier devant notre peuple. Donc la guerre, elle est déjà engagée. Il y a des pertes de part et d'autre. Mais moi, je pense que seule la paix pourrait nous amener à des solutions durables. Si on continue à faire la guerre, on la fera encore et toujours. Et je doute fort que le 1-23 peut mener cette guerre pendant une année ou 2 ans de plus. Vous pensez que dans ce processus actuellement, qui est chapeauté par Lorenzo et Uhuru Kenyatta, la RDC pourra s'imposer pour ne pas accepter certaines des revendications que vous venez de dire? Nous donnons la chance à cette médiation. Ce sont des présidents quand même très respectueux dans la sous-région, mais également le gouvernement ne doit pas céder à leurs caprices. Parce que qu'il soit l'Angola, qu'il soit le Kenya, ils ont de grands intérêts ici chez nous. Et ils doivent tout faire qu'ils ne pouvaient pas collaborer avec les rebelles, mais ils ont beaucoup plus d'avantages à collaborer avec le gouvernement légitime. Et c'est ici le temps pour le gouvernement de demander, de solliciter à ces chefs d'État-là, de demander à leur pays, à leurs contingents qui sont ici, d'entrer en guerre. Au cas contraire, en tout cas, nous serons obligés de tirer toutes les conséquences d'attaquer un État souverain, de dire nous vous avons appelé pour venir vous aider.
maintenant que vous n'êtes pas capable de nous aider sur le plan militaire. Et puis Emmanuel Macron a lancé des punchlines. Il dit voilà, à un certain depuis moment, 1994, votre souveraineté, vous ne savez pas, la conserver. Donc nous devons saisir la balle au bon maintenant. Non, c'est pas si ça ne marche pas sur le plan diplomatique, nous nous prenons en charge pour protéger la souveraineté de notre pays. C'est pas parce que nous avons été bousculés par toutes ces puissances-là, y compris la France, parce que la demande d'ailleurs de la mise en embargo de notre pays était sur demande de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Heureusement qu'elle s'est levée déjà. Macron n'a pas de leçons à nous donner, et ce n'est pas à dire que parce que le pays avait la difficulté de se réorganiser, qu'il doit être maintenant envahi par tout le monde. On a quand même droit d'être respecté, au même titre que nous, Congolais, nous respectons les autres peuples, c'est de la même manière que nous devons être aussi respectés. Donc, nous devons faire la part des choses. Cette communauté internationale. Donc nous donnons la chance à cette démarche d'abord qui est chapeautée par le président angolais et l'ancien président du Kenya. Et nous faisons toujours la bonne foi, mais si cela ne marche pas, en tout cas il n'y aura que l'option militaire qui pourrait nous départager avec les 23. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Christophe. Nous rappelons à nos téléspectateurs le contexte de ce que nous appelons dans les sous-entendus dialogue parce que en tout cas là nous touchons les sensibilités des gens. Il n'y a pas un seul Congolais qui veut entendre parler des dialogues avec le 23. Le gouvernement a clairement dit qu'il n'y aura pas de dialogue, mais nous sommes dans une démarche de dialogue, il faut dire la vérité. Parce que le président Tshisekedi a dit que le président Lorenzo de l'Angola et Uhuru Kenyatta vont chapeauter cette démarche des discussions avec le M23 parce que la direction du M23 était reçue par le président angolais le 28 février à Luanda. Il y a eu des discussions et le M23 a accepté, s'est engagé à cesser le feu après avoir eu des contacts directs avec le président angolais. Aujourd'hui, Serge Tshibangu, qui est mandataire spécial du chef de l'État, reçoit une délégation angolaise à ce sujet. Donc, il y aura des négociations indirectes, je le dirais, parce qu'il y a des facilitateurs qui sont le Kenya et l'Angola entre Kinshasa et le M23. Et cela pourra nous amener à trouver une issue favorable pour que la paix revienne. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas de solution, ça sera la guerre, comme l'a dit M. Christophe Mouissa. C'est la dernière option, c'est la dernière cartouche du gouvernement congolais. Et les FARDC sont là, bien placés, en effectif, et le moral est haut pour faire la guerre contre le 1-23, soutenu par le Rwanda. C'était un plaisir de vous recevoir, M. Christophe Mouissa. Vous avez rendu des hommages aux femmes, déplacées et tout, mais un mot pour ces femmes aussi qui sont dans l'armée. Alors, les femmes qui ou sont à d'autres qui traînent les pas. Elles ont fait preuve d'un grand courage, un courage exceptionnel, celui de se sacrifier pour les autres femmes, parce que ce n'est pas toujours aisé de s'engager dans une voie aussi militaire, mais je les fais vraiment un coup de chapeau. Et elles méritent et elles doivent être traitées vraiment de manière spéciale. Et moi, je pense que si j'étais déjà à l'Assemblée nationale, je proposerais une loi spéciale pour des femmes militaires qui encouragerait d'autres filles à rejoindre les FARDC. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons donc revenir vers vous dans d'autres productions pour vous faire part de l'évolution de la situation sur le terrain. Donc, les FARDC déploient pour aller répondre vigoureusement et avec manière à toutes ces attaques du 1-23. Après, c'est cesser le feu qui semble être un piège. Donc, nous en saurons plus. L'armée a déjà communiqué sur les dégâts des Mubambiro. Nous attendons encore d'autres communications pour fixer l'opinion et nous reviendrons vers vous. N'oubliez pas de vous abonner à Info 243. Il suffit de cliquer sur s'abonner. Ouvrez la cloche des notifications pour rester en alerte de toute l'actualité et de la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Laissez-nous votre point de vue en commentaire. Laissez-nous également un j'aime et partagez la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.